On passe maintenant au premier sujet du Togo, les élections législatives au cœur du 19e dialogue politique avec l'Union européenne. Le gouvernement et l'Union européenne ont tenu mardi à Lomé la 19e réunion de leur habituel dialogue politique. Cette session a permis d'aborder, entre autres, la question des prochaines élections législatives au Togo et les principaux développements au sein de l'Union européenne. La délégation de l'UE a insisté sur la nécessité de décrisper l'atmosphère politique nationale pour favoriser des élections acceptées par tous. La discussion co-présidée par le ministre togolais des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet, et la chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, Christina Martins Bereira, ont permis aux deux parties d'aborder des sujets d'ordre national et international d'intérêt commun. Et sur les prochaines législatives, l'Union européenne a salué les efforts du gouvernement togolais. Par ailleurs, elle a invité les autorités togolaises à prendre toutes les mesures pour décrisper donc l'atmosphère, comme je le disais. En réponse, le gouvernement s'est engagé à œuvrer de concert avec la CEDEAO et toute la classe politique pour un aboutissement heureux du processus électoral. L'aspect sur lequel je voudrais qu'on puisse insister aux Russes, c'est pas quand l'Union européenne parle d'élections, comment dire, faire en sorte que la prochaine consultation électorale puisse être inclusive, alors que là déjà on est à un niveau très avancé où par exemple le dépôt de candidature a été clôturé et officiellement, à moins qu'on ait des informations contradictoires, la C14 n'y participe pas. L'Union européenne est inquiète pour l'argent qu'elle va mettre de façon claire, quoi. Parce qu'elle va mettre de l'argent. Le Togo fait des élections sur fonds propres depuis quelques années déjà. Non, mais de toute façon, elle va envoyer des observateurs. S'il y a un problème, on viendra la voir. De toute façon, elle est représentative d'un certain nombre de pays qui ont des investissements au Togo. Donc, bon, elle s'inquiète pour ses intérêts. Tant que le Togo n'est pas entre griffes, c'est un terme justement qu'on utilise beaucoup, le terme de la paix. Tant que le Togo n'est pas dans une situation de paix, de stabilité efficiente, mais forcément elle réagit. Bon, si ces deux mots sont acquis, on ne la verra pas, on ne l'entendra pas. La crise politique togolaise est une crise récurrente. Ça fait des années qu'on est dessus et je trouve que l'Union européenne, à travers les pays qui y sont membres, notamment la France et l'Allemagne, qui ont, qui je pense ont une certaine stature, ont une certaine... le droit de prééminence pas forcément un droit de prééminence, mais ont quand même une certaine influence, ont quand même un certain poids dans le relationnel international du Togo avec les autres pays. Si ces pays pouvaient... si cette Union européenne devait faire quelque chose, elle l'aurait fait depuis. Bon, à chaque fois que ça s'est calmé, on l'a plus vu. Bon, maintenant que ça chauffe un peu, on la revoit. Donc, pour moi, c'est une suprastructure qui s'inquiète pour ses investissements et les fonds, un tant soit peu qu'elle aura mis dans la cagnotte. Jean-Paul, l'Union européenne opportuniste. Opportuniste, je ne sais pas. De toute façon, l'Union européenne ne va pas régler nos problèmes à notre place. C'est aux Togolais de régler le problème. Et l'Union européenne, comme tous les autres partenaires, sont là pour nous accompagner. Et lorsque la ligne rouge est franchie, rappeler les acteurs à l'ordre et sanctionner quand il le faut. Ce qu'on oublie, puisqu'aujourd'hui se développe cette théorie du complot, qu'il y aurait un complot international contre l'opposition togolaise ou contre les aspirations du peuple togolais. Je sais que c'est une posture qui permet d'exonérer un certain nombre de personnes de leurs propres responsabilités et surtout de mobiliser autour d'un, pour moi, un slogan simpliste des militants et des sympathisants, mais la réalité, elle est tout autre parce que c'est cette même Union européenne et beaucoup de partenaires qui avaient sanctionné le Togo dans les années 90 pour déficit démocratique. Il a fallu tout un processus et plusieurs années pour qu'ils reviennent. Donc, effectivement, c'est des organisations, c'est des institutions qui interpellent régulièrement les acteurs sur un certain nombre de choses et qui ne sont pas là pour régler, encore une fois, nos problèmes à notre place. Et puis, n'oublions pas que
le Togo n'est pas le seul pays au monde. Il y a des crises un peu partout, y compris dans la sous-région. Le Mali, le Burkina, les crises sont multiformes. Ce n'est pas forcément les mêmes crises, mais il y a des crises partout. Donc, je ne sais pas pourquoi ils se concentreraient plus spécifiquement sur le Togo. Donc, ils ont exprimé leur point de vue sur le processus. Je crois qu'ils ont dit un certain nombre de choses par rapport aussi au recensement qui leur a valu une volée de bois vert. Encore une fois, ils sont dans leur rôle et il appartient définitivement aux acteurs togolais de prendre leurs responsabilités et de conduire le pays vers des zones moins turbulentes. Mais on ne peut pas, comme on le dit trivialement, on ne peut pas réveiller celui qui ne dort pas. Moi, j'ai l'impression que dès le début, en tout cas depuis les recommandations de la CEDEAO, la C14 ne s'était pas inscrite dans une logique de participer à ces élections. N'oublions pas que dès le 1er août, c'est-à-dire un jour simplement, 24 heures après les recommandations, un communiqué signé de Brigitte Adjamabo considérait le 20 décembre comme une date irréaliste. Le même communiqué précisait d'ailleurs que les élections ne sont pas en réalité le cœur du problème togolais et que c'est la candidature de Faure Gnassingbé en 2020 qui était le cœur du problème togolais. Donc, lorsqu'on met cela bout à bout, on comprend qu'en réalité, ce qui intéresse, peut-être pas l'ensemble de la C14, mais en tout cas, ceux qui emportent le leadership, ce qui les intéresse, en réalité, c'est la présidentielle de 2020, c'est la candidature de Faure Gnassingbé, et que les élections ne les intéressaient pas et qu'il fallait peut-être faire en sorte de bloquer le processus, en tout cas créer les conditions pour que en 2020, au plus tard, en tout cas, Faure Gnassingbé ne soit plus président ou en tout cas ne se présente pas. Donc, pour moi, tout le reste, tout ce qui tourne autour du siège de l'UFC, de réforme de ceci, de prorogation de cela, ne sont qu'en réalité de la diversion dans un processus qui aujourd'hui n'est pas inclusif parce que justement certains n'ont pas voulu en réalité y participer. Alors, Francisco, quand dans ce genre de rencontres, par exemple, où on a Togo, UE, où il ne faut pas se voiler la face, par exemple, la délégation du Togo connaissait le contenu du discours de la présidente, de la chef de la délégation de l'UE, vice-versa. Est-ce que ça change fondamentalement quelque chose au fond? Parce qu'on connaît les discours, on connaît les réponses qui sont déjà préparées, qui sont servies. Non, en fait, nous sommes toujours dans l'événementiel. Peut-être le Togo est devenu peut-être le pays le plus rentable pour l'affairisme ou pour ces fonctionnaires internationaux. Parce que moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui l'Union européenne qui a toujours insisté sur l'élection locale. Ou lorsque la dernière fois, le gouvernement même, après avoir annoncé qu'elle fera, n'est-ce pas, les élections législatives le 20 décembre, et par après, ils ont annoncé et le référendum et les élections locales, et que subitement... c'est la CENI qui a annoncé, pas le gouvernement. Oui, bon, la CENI ou le gouvernement, en fait, c'est la CENI qui organise. Et que subitement, on enlève encore cette élection locale et la même Union européenne et ses fonctionnaires applaudissent et disent d'aller aux élections. Je ne sais pas, vraiment, en fait, ça fera, en fait, comme Boris l'a dit, même s'il n'y a pas de financement, il y a quand même des gains quelque part où on fera l'élection, s'ils arrivent à le faire, le 20 décembre, législative. Après, il y aura encore des rétributions pour les élections locales et les élections présidentielles en 2020. Donc, en fait, ça fait beaucoup d'événements qui vont faire de nouveaux riches. Et c'est ce que moi, je suis en train de penser. Donc, je ne peux pas comprendre comment est-ce que l'Union européenne, quand moi j'ai suivi l'Union européenne depuis des années, que l'élection locale, il faut coupler, organiser les élections locales. Même la dernière fois, ils ont commandé des études pour l'élection locale et autres, qui ne sont même pas encore validées. Et ils sont d'accord que
les Togolais peuvent aller encore aux élections législatives. Et ces élections législatives qui sont organisées de façon unilatérale, on appelle les gens peut-être le 19 à rentrer dans un processus qui va aboutir le 20, je crois, le 20 décembre, dans quelques jours. Et on convie les gens à aller. Je crois que c'est l'irrespect total, n'est-ce pas, au peuple togolais. Si certains pensent que le peuple togolais, c'est l'opposition, ce n'est pas l'opposition, mais c'est à nous tous, parce que ceux qui même acceptent bec et ongles les deals de la communauté internationale, qui les défendent, qui ne peuvent pas accepter, réfléchir, dire non, ça on ne peut pas le faire en ce temps. Voilà comment on peut le faire pour arranger le pays. Je crois que c'est tout le peuple togolais qui est enfariné. C'est comme ça, le reflet, les gens nous voient. Et je suis désolé, nous sommes togolais, le pays beaucoup intelligent, mais qui fait le dernier de la classe. Mais Horus, est-ce qu'on aurait pu attendre un autre discours de l'UE? Parce que d'abord, l'Union européenne, c'est la diplomatie. Et elle ne peut qu'être dans une approche de proposition, de souhait. Bon, en fait, je pense que ce qu'on doit avoir à l'idée, c'est que c'est vrai qu'on met tous sous le giron de la politique, mais en réalité, c'est de la défense d'intérêts. Et quand on voit l'UE, il y a des pays qui sont, qu'on appelle, beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus fermés, beaucoup plus retors sur la non-démocratie. L'UE ne dit rien à l'Arabie Saoudite, l'UE ne dit rien à des pays comme, je sais pas, l'Ouzbékistan, tout ça. Il y a un certain nombre de pays, l'UE ne dit rien. Donc, en fait, comment dirais-je? Tout simplement pour dire que la grosse mode mondiale, c'est de se taire quand, au sein d'un pays, tout a une apparence stable et paisible. C'est-à-dire, du moment, vous pouvez avoir un système décrié ou pas, du moment où économiquement ça va, du moment où il n'y a pas de tapage médiatique, surtout. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la grosse mode du politique est d'utiliser très souvent les médias pour faire ressortir, pour faire bouger les gens. Du moment où il n'y a pas de tapage médiatique, du moment où voilà, tout a l'air, tout arrive à marcher un temps soit peu, mais oui, voilà, eux ça va, ils appuient, ils participent. Il y a eu une crise au Togo. Alors, là, on a eu le plus de réactions très souvent, ça a été quand il y a eu des marches, quand il y a eu des victimes, quand il y a eu du vandalisme, quand il y a eu de... Bon, maintenant que tout rentre un peu plus dans le cadre et tout ça, mais bon, il y a rien. Et on le verra, la preuve, là on parle de l'UE. Moi, je donnerai un exemple. Là, on parle de l'UE. Pourquoi on ne parle pas de l'UA? L'UA, qu'est-ce qu'elle dit, l'UA? Que dit la CEDEAO? Voilà, c'est tout simplement pour dire que ces suprastructures, ce sont des structures qui vont venir, et très souvent, on confond. Elles ne vont pas venir se supplanter à ce qui se passe dans l'État. L'État en question en fait partie. Ce sont des jeux d'alliance. Il y a, très souvent, nous, on nous dit ce qu'il y a de politique, mais on ne nous dit pas tous les intérêts stratégiques, économiques, internationaux, tout ça. C'est là où parfois on touche à des questions sensibles, comme nous, Togolais, nous les Togolais, qu'est-ce que nous savons réellement de notre pays? Parce que, justement, à un moment, c'est intéressant de savoir, notre pays, le Togo, quelle est l'importance il a dans la sous-région en termes de stratégique, économique, relationnel et tout. Parce que, justement, ce sont ce genre de questionnements-là qui font que l'UE, l'UA ou la CEDEAO, sur un certain nombre de questions, n'interviendront pas. Ou sur un certain nombre de questions, diront, bon, ce n'est pas si grave que cela, on a des litiges ailleurs, où on a... tel questionnement politique ailleurs qui est beaucoup plus grave, ou mieux, où on a tel litige ailleurs qui requiert la présence d'une certaine stabilité au Togo, et on ne peut pas se permettre de... Il y a tous ces questionnements. Donc, ça veut dire, Jean-Paul, qu'il y a une certaine complaisance dans les approches de l'UE ou des autres non, complaisance, si on se situe du point de vue de l'opposition. Je vous propose d'attendre, on va marquer la pause avant que vous répondiez à la question.
Dans l'actualité, lancement officiel de la campagne électorale en République démocratique du Congo à 32 jours des élections prévues le 23 décembre. Elle doit prendre fin le 21 décembre à minuit. Brexit, la première ministre britannique Theresa May à Bruxelles ce mercredi. Sous pression, elle va discuter et tenter de dénouer les derniers points de blocage de l'accord de divorce avant le sommet extraordinaire du Conseil européen dimanche. Également dans l'actualité, famine et guerre au Yémen, des habitants, notamment de Hodeïda, trouvent refuge à Sanaa, où l'émissaire de l'ONU s'est rendu pour relancer les efforts de paix. Mesdames, Messieurs, l'information se poursuit sur votre chaîne. On évoquait donc la rencontre entre le Togo et l'Union européenne, la 19e session du dialogue habituel donc entre le Togo et l'Union européenne. Jean-Paul, vous prononcez donc sur une certaine complaisance de ces institutions internationales. Ça, c'est du point de vue de l'opposition. Encore une fois, l'Union européenne, elle a dit d'ailleurs qu'elle soutenait les recommandations, la position de la CEDEAO, parce que ce qu'on ne dit pas aussi suffisamment, c'est qu'aujourd'hui, dans le règlement des crises, on sous-traite finalement ces règlements à l'organisation sous-régionale. Donc, ce que dit la CEDEAO, lui a sa ligne derrière ce que dit la CEDEAO, l'Union européenne, etc. Donc, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que l'Union européenne vienne dire quelque chose qui contradierait ce que la CEDEAO dit, puisque un jour Macron, lorsqu'il avait été interpellé, l'a dit qu'il fait confiance à la CEDEAO pour résoudre la crise togolaise. Il ne faut pas non plus aussi penser que lorsque des ambassadeurs sortent un communiqué, c'est qu'à 5 ils se sont réunis dans une salle et que peut-être intéressés par des espèces trébuchantes et sonores, ils ont sorti. Ils ne peuvent pas sortir un communiqué comme ça sans avoir au minimum l'aval de leur hiérarchie, y compris dans leur pays d'origine. Donc ce n'est pas une initiative simplement de M. Vizi qui est à la base de ce communiqué. Et ces représentants de pays occidentaux, ces pays, nos partenaires, sont au fait de la situation dans notre pays. Il ne faut pas croire avec les renseignements, avec les médias, etc., qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe. Et peut-être parce qu'ils savent très bien ce qui se passe, qu'ils prennent ces positions. Parfois, les gens ont l'impression que c'est parce qu'ils ne savent pas. Mais ils ne se disent pas que c'est parce qu'ils savent concrètement ce qui se passe et que lorsque vous êtes habitué à crier régulièrement au loup ou à prétendre que vous avez peut-être le cancer alors que ce n'est qu'un simple palu, à un moment donné, lorsque vous appellerez le médecin vous dira que en réalité, chaque fois que je viens, c'est le palu que je viens constater, non un cancer. Je caricature un peu les choses, mais il ne faut pas penser que, encore une fois, qu'il y a une concertation intéressée, y compris financièrement, et un complot d'un certain nombre de pays pour entraver le processus démocratique dans notre pays. Pour quel objectif d'ailleurs, et que ces pays ne veulent pas voir le Togo avancer ou évoluer. Encore une fois, c'est de la responsabilité de la classe politique, de l'opposition, d'évaluer le rapport de force sur le terrain et de mettre en place la démarche ou la stratégie qui leur permettent d'atteindre les objectifs, y compris l'alternance. Il ne faut pas attendre de l'Union européenne qu'elle vienne réaliser au profit de l'opposition togolaise l'alternance dans notre pays. Ça, c'est une vue d'esprit que les gens doivent définitivement laisser de côté. Francisco, c'est peut-être l'impression que certains ont, et on l'a vu lors de la manifestation le samedi dernier avec les pancartes qui ont été érigées, comme si l'Union européenne devait systématiquement s'aligner sur les positions qui sont défendues par un camp au détriment de l'autre. C'est normal. On ne peut pas contraindre les gens
et a forcément accepté ce que les autres disent. Les gens ont dit leur ressentiment par rapport à ce qui est en train de se passer. Même la CEDEAO, clairement, les gens ont dit qu'ils retirent leur confiance dans la CEDEAO. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Quand justement, ça se dit parce que... cheminez avec quelqu'un et puis vous voyez que ça... Parce que dans leur esprit, c'est que bon, votre façon d'aborder la situation ne va pas dans le sens que nous voulons. Non, ça. pas forcément. Les gens ont eu confiance. Et puis, il y a des choses qui sont écrites noir sur blanc et qui sont claires. Parce que la dernière fois que j'ai suivi, on reviendra peut-être à lui, M. Gilbert Bawara, lorsque le gouvernement togolais avait envoyé le test vers l'Assemblée nationale, on lui a demandé si le test a tenu compte des travaux, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Et c'est là où il m'a étonné, c'est qu'il dit que non, que le gouvernement, il y avait une date, il fallait faire les choses avant le 20, et que le gouvernement a envoyé, alors que le rapport de l'espèce de la CEDEAO était postérieur, donc il était venu après. Et donc, voilà, quand il y a de ces choses qui se passent, et que la même CEDEAO, vous avez vu, on dit, faire intégrer les gens à la CENI. On a vu toutes les tractations. Est-ce qu'aujourd'hui les gens sont à la CENI? Ils ne sont pas à la CENI, ils ne sont pas impliqués dans le processus de recensement. Et le corps électoral, personne ne le connaît jusqu'à ce qu'on est en train d'aller aux élections et l'Union européenne demande aux gens de venir s'associer. Ça veut dire qu'ils savent comment le jeu est fait. Ils étaient dans le pays en 2002 quand Yadema avait fait sa mascarade électorale pour avoir l'Assemblée monocolore qui a modifié la Constitution. Donc aujourd'hui, je crois qu'ils sont dans le même registre et pour accompagner, n'est-ce pas, le régime et à perpétuer ces genres de coups. Mais ce n'est pas à notre profit parce que le pays n'est pas en train d'avancer. Tous les signaux, bien sûr, lorsque on dit qu'on a un budget qui est voté à 1400 et quelques milliards, et équilibré à 1400 et quelques milliards, ils ne nous disent pas le déficit, c'est tout un déficit parce que vous n'arrivez pas à réaliser le budget, le collectif budgétaire et autres. Et lorsqu'on voit l'économie, comment ça va, ce n'est pas évident qu'on puisse avoir les recettes que les gens sont en train de déclarer. Donc, ce qui veut dire que c'est nous tous, je le dis ici, lorsque nous allons finir ces élections du décembre, que peut-être n'auront pas lieu, qui seront prolongées encore ailleurs, et qui mettront encore plus d'incertitudes, je me demande avec quoi nous allons financer le budget de l'État. Donc, le panier de la ménagère va en degré. Moi, c'est mon inquiétude, sinon, ce qu'ils sont en train de faire, l'Assemblée nationale, ce n'est pas ma priorité. La présidente, je n'en veux pas. Nous sommes ici ensemble, ça me plaît déjà. Les ambitions peuvent venir après. C'est ce qui est en train de se passer, qui va arriver. C'est ça que nous, on est en train de prendre. D'accord. On va changer maintenant de sujet. On parle donc d'un autre sujet lié au Togo. La mauvaise volonté et la mauvaise foi se situent au niveau de la coalition des 14. Propos du ministre Gilbert Bawara qui intervenait samedi dernier sur Radio Canal K. Il estime donc que la coalition des 14 qui affiche une mauvaise volonté, une mauvaise foi dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la CEDEAO. Alors justement, on sait, le ministre Gilbert Bawara est coutumier de ce genre de déclarations. C'est encore une fléchette qu'il envoie ou plus sérieusement dans les faits, quand on pose les analyses aujourd'hui, la mauvaise foi est à chercher du côté de la coalition. Alors moi je trouve que c'est très réducteur. Maintenant je pense que Monsieur Bawara, j'ai écouté effectivement une intervention à la radio. Je trouve que il aime bien titiller. Je me permettrais de dire peut-être qu'il est taquin. Il aime bien. Et effectivement, quand il lâche, comme tu l'as dit, une fléchette, à un moment, tu vois, on a des super guerriers de l'autre côté. Voilà. Ceci étant dit, non, il est impossible que dans l'état actuel de la crise togolaise, que l'on puisse imputer ce qui se passe à un camp. Ça ne serait pas sérieux et ça serait d'une certaine manière faire abstraction, disons, avoir une amnésie partielle de tout ce qui a pu se passer avant. C'est pas possible. Parce que dans le processus, effectivement, il y a eu énormément de vices. Je pense qu'il y a eu énormément de vices, il y a eu beaucoup peut-être de naïveté, je dirais. Et il y a eu beaucoup moi je trouve, d'incohérence, parce que moi je me souviens effectivement que quand il y a la sortie de la feuille de route,
Et on était sur ce plateau et on posait déjà la question de savoir le questionnement de la CENI, le questionnement de la date du 20 décembre, tout ça. Ça paraissait trop serré, un peu trop tiré par les cheveux. Il y avait déjà, on parlait de date repère. Bon, on savait pas que c'était une date fixe. Bon. Et c'est tout le problème de la politique togolaise. C'est le fait de... Alors, il n'est pas forcé que les hommes politiques togolais s'entendent. Ou il n'est pas forcé que les hommes politiques togolaises partagent la même optique de développement pour le pays. Par contre, je pense qu'il serait intéressant que les hommes politiques togolais laissent l'invective et laissent les débats, alors je vais oser un terme, les débats creux sous fond de litige. Parce qu'au final, quand monsieur le ministre dit ça, je pense qu'il occulte le fait que dans le processus, que ce soit les acteurs politiques, on a du mal à savoir concrètement ce qu'ils veulent. Ouais. Et ça, ce n'est pas que du côté de la C14, c'est aussi du côté du gouvernement. Je me rappelle au plus fort de la crise, je me souviens qu'on s'offusquait ici, disons, on s'étonnait ici d'un certain nombre de communiqués qui sortaient de tel ou tel ministère ou qui sortaient de tel ou tel bureau et qui parfois se télescopaient. On s'est offusqué aussi plusieurs fois, il faut le dire, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire, de certaines positions de membres de la C14, parce qu'à un moment, on ne comprenait pas comment dans le processus telle ou telle chose pourrait se passer ou advenir. Et à un moment, non. Et quand on arrive à l'échéance du 20 décembre, ben, à un moment, il faut que c'est comme on parlait tout à l'heure des Ivoiriens, il faut que chaque camp reconnaisse la volonté qu'il a mise dans le processus de vouloir le vicier. Là, nous allons avoir des élections du 20 décembre. Elles vont être monocolores. On a une CENI qui n'est pas reconstituée. On a des candidats qui n'y sont pas. On va avoir peut-être des élections, mais des élections qui seront remises en question. Donc, on va recommencer le procès. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé pendant une année, il y a eu des manifestations, les gens sont sortis, au niveau économique, à un moment, ça s'est senti, il y a eu des pertes de vies humaines d'un camp comme d'un autre. Je parle des manifestants, et je ne parle pas seulement des manifestations d'un an. Il y a eu les manifestations des enseignants, on a eu les gens de la santé, on a eu les élèves, on a eu des manifestations pour la hausse du prix du carburant. Et dans tout ça, il y a eu du vandalisme, il y a eu des personnes qui ont perdu la vie, il y a eu les militaires de Socodec qui ont perdu la vie. Mais actuellement, on a des veuves et des orphelins. Donc, grosso modo, tout cela, là, c'est zéro. On va revenir encore à une élection le 20 décembre. Une élection va avoir une assemblée nationale des institutions monocolores. On va recommencer le débat et recommencer le processus. Donc, à un moment, même si je conçois que monsieur le ministre ait un avis, il n'y a pas de problème. C'est son ressenti. Mais le problème qui se pose, c'est les faits. Et les faits, c'est que le 20 décembre, bien qu'il ait constaté cela, parce que justement, peut-être dans la dynamique, il n'a peut-être, le gouvernement n'a pas su ramener à lui les acteurs politiques pour débattre pleinement d'un certain nombre de problèmes, on va retourner encore dans un processus de contestation. Jean-Paul, cette déclaration, c'est du baroin tout craché. Je crois qu'on en a parlé ici déjà deux ou trois fois. Il ne nous appartient pas de faire exégèse des déclarations du Bahara, mais moi j'ai l'habitude de dire que le monde politique, c'est pas un monde de bisounours. Il y a des attaques, il y a des mots qui sont lancés. Il faut que ça reste bon enfant du moment où les agressions ne sont pas physiques, etc. Il faut les prendre comme telles parce que à sa décharge aussi, il est un peu la tête de Turc de la C14 et puis de toutes les personnes qui gravitent autour de la C14. Donc, c'est de bonne guerre, etc. Mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est le contenu, le fond. Qu'est-ce que, finalement, il veut dire par là? Et est-ce que, réellement, le caractère non inclusif du processus et le fait qu'on se retrouve aujourd'hui à s'interroger
sur l'après 20 décembre par rapport à la résolution de la crise. Est-ce qu'il est légitime à considérer cela? Moi, je ne dirais pas que la C14 est de mauvaise foi. Comme on l'a dit dans la parution du jour, je trouve que la C14 est plutôt, j'allais dire, capricieuse. Parce qu'il y a un élément fondamental dont j'ai parlé. Moi, je suis convaincu que dès le départ, la C14 ne voulait pas aller à ces législatives. Parce que on met le film à partir du 31 juillet. Or, comme vous et moi, on savait tous depuis l'année dernière que 2018, il doit y avoir des élections législatives et que le mandat des députés arrivait à expiration. Et que tôt ou tard, en 2018, il fallait organiser ces élections. Ça, c'est une réalité. Ça correspond à l'agenda républicain. Et comme l'a rappelé la représentante de l'Union européenne, dans toute démocratie ou tout pays qui se veut moderne et démocratique, il y a l'organisation de consultation de façon régulière. Donc, il y a cette réalité-là. Maintenant, à cette réalité est venue se greffer une crise due, par extension, on peut parler des élections, mais due à quelque chose d'important, c'est les réformes. Donc, on ne peut pas évacuer la question électorale en disant que puisqu'il y a eu crise, donc la question électorale, on met ça sous le boisseau et puis on n'en parle plus. Puisque la CENI dont on parle, pour laquelle on a demandé à un certain nombre de personnes de rejoindre les autres qui commençaient à travailler, la composition de la CENI date de 2017. Ce n'est pas la CEDEAO qui a composé la CENI. On avait déjà demandé en 2017 aux représentants de l'opposition parlementaire d'envoyer leurs représentants, justement leurs représentants. Ils avaient refusé parce qu'ils étaient dans une dynamique, ils étaient dans la rue et tout ça, et pour eux, le processus électoral n'avait aucun intérêt à l'époque. Donc, ils se sont fait rattraper par le temps. Peut-être, comme certains, on les y a poussés un peu, peut-être même beaucoup, mais ils se sont peut-être fait piéger parce qu'ils ne se sont pas organisés pour aller à ces élections. Des mois plus tard, ils se rendent compte que le processus a commencé parce que, encore une fois, 2017, on est arrivé à un moment où même les facilitateurs avaient demandé à la CENI, non pas de reprendre, mais de suspendre. On suspend, on reprend là où on avait suspendu. Donc, les gens étaient dans une logique, ils ont été surpris par le temps. Maintenant, qu'ils ne s'inscrivent pas dans le processus parce qu'ils sont pris par le temps, il y a beaucoup de tâches qui ont été accomplies sans eux, etc. Je comprends très bien qu'aujourd'hui, il va leur être très difficile de participer à des élections dont ils n'ont pas suivi depuis le début du processus. C'est tout à fait... Mais à qui s'en prendre? Est-ce qu'on peut se prévaloir de sa propre turpitude? C'est la question qu'il faut se poser. Et encore une fois, lorsqu'on ne veut pas participer à des élections, on fera tout pour bloquer ou pour expliquer. Chaque action du gouvernement ou chaque action de la CENI expliquera pourquoi on ne veut pas y adhérer. Donc, je suis d'accord à la fin pour dire que oui, ça ne va pas résoudre la crise politique togolaise, les élections du 20 décembre. D'ailleurs, est-ce qu'une élection a déjà résolu une crise? En Afghanistan, partout dans le monde, lorsqu'il y a des crises, on organise des élections parce qu'il faut organiser des élections dans la zone. Mais ça ne résout pas tout. En 2007, on semble l'avoir oublié, il y a eu l'accord politique global où les gens se sont retrouvés au Ouaga, ils sont revenus, ils ont défini un certain nombre de choses, la composition de la CENI, etc., etc., un gouvernement d'union nationale avec un premier ministre de l'opposition. On a organisé des élections sous ce format-là. Mais le lendemain, les élections ont été contestées et la crise est repartie de plus belle. Donc, ce n'est pas la crise, enfin, les élections qui vont résoudre la crise. Je crois que fondamentalement, il y a les réformes à opérer. Je suis convaincu, moi, que si les réformes constitutionnelles et institutionnelles sont faites, ça va un peu apaiser les choses. Ça ne va pas résoudre. Dans tous les pays du monde, il y a des crises, il y a des tensions. Du moment où il y a une vue politique pluraliste, vous aurez systématiquement des tensions. Mais les réformes vont permettre d'apaiser la situation. Parce que, encore une fois, si on fait les élections et que derrière, ou avant, plutôt avant que derrière, il n'y a pas de réforme, on est reparti effectivement pour un tour et pour un grand tour. Francisco, on s'imagine que du côté de la coalition, la lecture ne sera pas la même. La coalition dira que la mauvaise foi, c'est du côté du parti au pouvoir.
Oui, en fait, Monsieur Gilbert Bavara, je dis toujours, ces propos ne devaient pas faire réflexion. Et j'aurais, en fait, aimé qu'il soit à la place de celui qui a ouvert une épicerie au bord de la route, d'accord, qui gère son quotidien, ou qui gère une petite entreprise qui sait que les recettes et les dépenses, c'est avec ça on paie les impôts, on paie les salaires. J'aurais aimé parce que lui, il est quand même dans une minorité où on ne souffre de rien. Et, non, je suis très sérieux parce que ça fait mal. Moi, ça continue de me faire mal de voir que des responsables politiques, il est pratiquement le seul dans le gouvernement qui envoie encore des pics comme ça. Je crois que il y a suffisamment de personnes responsables dans ce gouvernement qui peuvent tenir la parole, des propos qui peuvent apaiser les Togolais. Ce n'est pas seulement à chaque fois envoyer quelqu'un pour, disons, balancer des propos incendiaires au moment où les Togolais souffrent. Beaucoup de Togolais souffrent. On n'a pas d'hôpital, on n'a pas de soins de santé. Et puis, bon, lui, là, il n'a besoin de rien. Il a ses garages qui sont climatisés pour ses gardiens. Lui-même, il a dit, il a reconnu. Donc, bref, c'est un monsieur qui, normalement, ses propos ne devaient pas faire réflexion. Et, bon, mais ces propos interviennent dans un contexte qui... oui, malheureusement, ce qu'il envoie pour parler, parce que je ne pense pas que c'est lui-même qui se met dans cet état, mais malheureusement, ce qu'il envoie pour parler, il se voit contraint aussi de le dire. Peut-être on va lui accorder ce bénéfice que il ne sait pas ce qu'il dit. Qu'un jour, il demandera pardon au peuple togolais. Donc, en fait, on ne peut pas être dans un processus tel que c'est en train de se passer et demander aux autres, n'est-ce pas, de venir, et sachant qu'ils veulent faire leur élection, mais avoir qu'un seul. Parce que, si vous savez, il y a eu suffisamment de... On nous parlait de que ce soit... Parce qu'ils avaient lancé au niveau des candidatures, il y avait les élections locales et les élections législatives. Il y avait, selon les informations qu'on avait eues, il y aurait plus de 1000 et quelques candidats pour le seul parti de l'Union. Ils n'ont même pas la place. Bon, maintenant, ils ont démêlé oui, livret ça veut dire qu'ils n'ont même pas la place pour les maintenant, autres. les listes sont déjà constituées. Si, bien avant, pour la candidature, c'est-à-dire que ça veut dire que en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'attendaient que ça pour vivre. Donc, normalement, dans la vie d'un parti politique, on se prépare à des joutes électorales. Voilà, c'est ce que je dis. Ils n'ont pas de place pour les autres. Donc, ils ont tous les moyens pour que les autres ne participent pas. Maintenant, s'ils arrivaient vraiment à organiser les élections le 20 décembre, on verra ce qu'ils vont en faire. Parce que ça va permettre... Bon, Jean-Paul Agbo l'a dit. Mais ce qui est important pour les Togolais, que les élections se déroulent ou pas, les réformes sont obligatoires. Il faudrait forcément faire ces réformes parce que le Togo n'a pas à être aussi en prison pendant des années. On nous perd le temps. Pour nous, c'est déjà fini. C'est la génération qui est en train de suivre et c'est cette génération que tout le monde doit regarder et voir. Est-ce que nous qui sommes aujourd'hui ici, nous sommes en train de dire de n'importe quoi? Est-ce que nos enfants seront en mesure de résister devant ceux-là qui viennent? Parce que quand on voyait l'école a changé. Ce n'est plus ce qu'on avait les enfants. Tout le monde pratiquement a ancré dans sa tête la limitation des mandats et trop c'est trop. Tout ça là, même les enfants, quand vous faites votre... vous essayez de réviser même les leçons que vous posez avec des enfants qui s'attrouvent, ils vont vous le dire. Donc, c'est le moment de le faire et qu'on rentre dans l'apaisement après les 2020, que les Togolais se retrouvent véritablement entre frères et sœurs. Les querelles politiques, même si la limitation des mandats, nul ne peut... Mais celui qui viendra, il dit que c'est le mandat limité à 2. Il fera ces 2 mandats comme Talon est en train, ou bien le Sénégal est en train de le faire. Il y a les querelles, mais quand même, ça a des solutions qui sont, je peux dire, plus ou moins à court terme. Et disons à moyen terme, parce que déjà... Donc voilà, au fait, l'objectif auquel tout le monde doit concourir. Mais je dis encore une fois, les élections du 20 décembre, ça ne vaut même pas la peine. Malheureusement, ils ont suffisamment dépensé
de l'argent que le contribuable. Le pauvre contribuable va payer parce que la seule ressource, c'est l'assiette fiscale, c'est le carburant, c'est le port autonome de Lomé, il n'y a plus rien. Donc alors, Horus, la question des réformes, elle a déjà été abordée. D'ailleurs, aujourd'hui, la commission des lois de l'Assemblée s'est réunie. On a appris que l'opposition a claqué la porte. Ça veut dire quand même qu'il y a une volonté d'opérer ces réformes avant les législatives du 20 décembre. Bon, je pense que au sein du gouvernement, je pense qu'il y a quand même un establishment qui comprend que il n'est pas du tout souhaitable d'aller tout seul à ces élections, d'aller sans les réformes, de les faire sans qu'il n'y ait personne et de se retrouver dans un nouveau cycle. Bon, au niveau du gouvernement, ils avaient déjà dit depuis fort longtemps que les réformes allaient se faire avant les élections. Oui, ils l'avaient dit. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut qu'elles se fassent. C'est-à-dire tout le monde attend qu'elles se fassent et tout le monde attend de pouvoir se reconnaître dans ce qui va être fait. Là, nous sommes au mois de novembre. Nous sommes à pratiquement un mois de ces élections. Ce qui est vrai aussi, c'est quoi? C'est que, oui, le parti UNIR était déjà dans un processus d'aller aux élections. Il ne le cachait pas. Dès le début, il disait qu'ils iraient à ces élections. Et c'est vrai que l'opposition n'était pas partante. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. On n'avait pas l'impression que dans le processus, que, bon, tôt ou tard, elles en viendraient à accepter les élections. Bon, les conséquences, les circonstances que nous connaissons se faisant, à un moment, petit à petit, elle en est venue à entrevoir plus ou moins l'optique de le faire, mais tout en viciant quelque part, oui, parce que c'est, voilà, elle veut y aller avec un certain nombre de conditions, et apparemment, le gouvernement n'est pas prêt à céder sur tout, et c'est le pas prêt à céder sur tout, avec des négociateurs de la CEDEAO assez, assez équilibristes, qui nous amènent aux conséquences où l'on est. Mais en réalité, moi, ça me choque toujours quand, par exemple, après, on a... par exemple, là, tu parles de ce conciliabule où les opposants ont claqué la porte et tout. Je pense qu'à un moment, il faut mettre les gens devant leurs responsabilités. Il n'est pas de bons augures que les réformes se fassent sans la classe politique qui a maintes fois lutté pour qu'elle se fasse. Il n'y a pas de logique. Parce que sinon, ce qu'on va arriver, c'est qu'on va arriver avec des réformes qui vont être votées. Mais croyez-moi, au prochain cycle, il y aura encore quelque chose dans les articles qui sera contesté. Et malheureusement, pour le Togo, on rentre dans un cycle perpétuel d'élections. Là, on est parti jusqu'en 2020. Donc, avec les conséquences économiques dont il parlait. Justement, Jean-Paul, on s'imagine que même ces réformes dont les discussions étaient engagées aujourd'hui en commission des lois, tout cela, il n'y a rien qui concerne les législatives du 20 décembre là-dedans. Sur les réformes introduites. Non, en réalité... la question des réformes telles que ça a été porté depuis un an, pas grand-chose ne concerne les élections législatives. On était dans un processus qui allait conduire à ces élections et la crise est venue se greffer là-dessus. Mais il ne faut pas évacuer. Je crois que ce qui doit être au cœur de l'action politique dans les prochaines semaines, c'est les réformes. C'est vrai qu'il y a un processus électoral. Certains d'eux-mêmes, parce que pour moi c'est ça, sont exclus. Ils n'ont pas voulu y adhérer pour les raisons qui leur sont propres. On peut gloser là-dessus, mais ils n'ont pas voulu y adhérer. Mais je crois que les réformes, ça nous concerne nous tous. Et je suis convaincu que c'est ces réformes qui vont apaiser le débat public dans nos pays, la situation politique. Moi, je suis convaincu que si demain les réformes sont faites, même ceux qui en veulent au processus électoral et qui disent que le 20 décembre, c'est une date réaliste, que ça va être des élections non inclusives, je suis convaincu que quelque part, ils vont, je ne vais pas dire ils vont accepter ces élections, mais ils vont passer ça par perte et profit et se préparer pour les joutes électorales de 2019. Faut-il que ces réformes se fassent selon la volonté d'un ou de l'autre camp. Non, là, il ne faut pas, c'est pour ça que je parlais de responsabilité. Il ne faut plus qu'on en soit à faire en sorte que ce soit un camp qui gagne sur l'autre. Les réformes aujourd'hui, dans les deux camps, je crois qu'il y a une aspiration à ces réformes. Il ne faut plus faire des calculs de politiciens, des petits jeux de calcul. Il faut que ces réformes soient nécessairement faites. Et donc, moi, je n'avais pas ces infos que tu donnes. Et ça m'attriste un peu de constater
qu'on est reparti encore pour un tour, alors que, pour une fois, on peut sortir définitivement le pays de cette situation. Malheureusement, les mesures d'apaisement. Nous sommes en train de rentrer dans le mois de septembre. Ceux qui sont en prison, il faut qu'on les libère. D'accord. Merci Jean-Paul Agboaro, les terroristes, donc Ovier Francisco Napokura. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. À demain.